Je donne la parole à Madame Gaudin pour la délibération sur le commerce et l'artisanat, notamment sur la subvention de rénovation de vitrines qui va permettre de revenir sur la partie commerce. Alors voilà, c'est une délibération que nous avons régulièrement en conseil municipal. Donc c'est pour nous autoriser à verser la subvention aux commerçants artisans qui puissent en bénéficier et selon les modalités qui sont décrites dans cette délibération. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc ces délibérations, comme le disait Madame Gaudin, démontrent l'un des éléments de notre politique en faveur de l'aide aux commerçants. Et si on a d'ailleurs des statistiques sur cette aide à la rénovation de vitrines, je crois qu'entre 2008 et 2014, on a eu à peu près 116 dossiers, ce qui montre bien que c'est un processus qui est dynamique et pour lequel on a octroyé plus de 210 000 euros de subventions. Donc c'est pour vous dire l'implication, et nous sommes les seuls à le faire, et c'est pour vous dire l'implication de la ville. Alors c'est vrai, pour reprendre les propos liminaires qui ont été exprimés, c'est vrai que le commerce se trouve dans une situation difficile, et plus particulièrement le commerce de centre-ville. Alors c'est un phénomène que nous connaissons localement, c'est un phénomène qui s'exprime, j'allais dire malheureusement aussi au niveau national, puisqu'il est reconnu par tous que le commerce spécialisé va mal et que les centres-villes sont en difficulté. Et c'est pour ça qu'avec d'autres collègues élus de toute tendance politique, nous appartenons à une structure qui s'appelle Centre-Ville en mouvement, et pour essayer ensemble d'échanger sur les bonnes pratiques et de trouver des réponses, même si il faut reconnaître que la marge de manœuvre des collectivités est relativement étroite, elle est faible. Nous sommes je dirais dans une activité qui est une activité liée à la liberté d'entreprise, à la liberté du commerce. Nous ne sommes pas non plus les seuls acteurs, ce n'est pas une compétence que nous exerçons de plein droit, nous le faisons en lien avec les organismes consulaires, notamment je pense à la Chambre de commerce et d'industrie, et puis également donc, à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc nous ne sommes pas normalement les seuls à devoir ou à pouvoir intervenir dans ce domaine. Ces commerces de centre-ville et le commerce est en difficulté pour une multitude de raisons. D'abord, c'est vrai, il y a un contexte de crise où il y a peu de progression du pouvoir d'achat, mais aussi, et ce qui est important, une évolution profonde des modes de consommation. Baisse de la consommation alimentaire, une baisse aussi, alors c'est variable des endroits à un autre, mais de l'équipement de la personne. Il y a une augmentation de tout ce qui concerne le bien-être et la santé. On a vu d'ailleurs une multiplication du nombre de coiffeurs, par exemple, dans ces dernières années. On a des augmentations de consommation qui sont liées, j'allais dire, aux objets connectés, à la téléphonie. On a aussi une augmentation, et ça c'est une tendance, de ce qui concerne l'équipement de la maison. Et puis, dans ces modes de consommation, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, notamment tout ce qui est les achats directs par Internet, tous les achats dématérialisés. Et puis aussi, il faut le reconnaître, et la loi de l'époque ne nous a pas aidés. Ce sont les cloches d'anniversaire qui sonnent. Voilà, ça y est, c'est le gâteau qui va arriver. Donc, voilà. Donc, et la loi n'a pas aidé les élus locaux parce qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait des commissions départementales d'aménagement commercial qui permettaient d'une certaine façon de réguler. Elles ont disparu. Il y a les CDEC qui les ont remplacées, même si la loi Pinel et le législateur notamment a commencé à corriger le tir et donne, grâce au SCOT, et je parle là sous le contrôle à la fois de Madame la députée et de Madame la présidente du SCOT, donne maintenant de nouvelles marges de manœuvre aux élus locaux pour pouvoir prendre en considération la situation et la particularité des commerces, notamment des commerces de proximité, et aussi le nécessaire maintien des commerces en milieu rural. Contexte global dans lequel, relativisons, l'agglomération a plutôt bien résisté par rapport à d'autres, si on se compare, par rapport à d'autres bassins de vie. Pourquoi ? Parce que
sur l'arrondissement comme sur l'agglomération, et les études, puisque la communauté urbaine est en train de se doter d'un nouveau schéma directeur d'aménagement commercial, et il y a une étude pertinente avec une phase diagnostique, d'ailleurs qu'on pourra transmettre, je parlerai au président vient de nous quitter, mais qu'on pourra transmettre à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est des éléments objectifs, de même que la Chambre de commerce a fait une étude objective sur les flux commerciaux. Moi, je vous invite à vous y reporter également, et plusieurs constats sont faits. D'abord, il y a un potentiel de consommation en hausse, quoi qu'on en dise, qui est dû à l'augmentation du nombre de ménages. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. On diminue, nous, en population, mais il y a un nombre de ménages qui augmente, et le nombre de ménages fait que, par unité de consommation, on consomme plus voilà, c'est le cas. On a un taux d'évasion hors arrondissement qui est stable, ça il faut le reconnaître. Il est estimé à 7% dans une étude, il est estimé à un petit peu plus, à 8,7% dans une autre, et ainsi de suite. Par contre, et il est vrai, on a eu ces dernières années, je parlais des C2EC, on a eu une augmentation de plus de 31 000 m² de surface de vente qui ont généré des réorganisations, des restructurations, avec un certain nombre de fermetures de commerces, puisque en 10 ans, sur l'agglomération, 154 commerces ont été fermés. Et on le voit dans tout type d'activité, y compris dans l'alimentaire. On voit bien les phénomènes qui se passent. Moi, je constatais en ville qu'il y avait 3 boulangeries qui ont fermé. Elles ont fermé parce qu'il y a d'autres modes de consommation qui apparaissent. Je ne veux pas dire que c'est la mode du drive, d'une certaine façon, mais on voit que chez les consommateurs, il y a aussi des évolutions qui ont des impacts. Alors, on a certes un taux de vacances qui est important. Je dois vous dire en toute franchise que dans les chiffres que j'ai, il faut les vérifier, ils sont supérieurs à celui que vous annonciez. Bon, alors après il faut savoir ce que l'on met, parce que c'est vrai que dans l'analyse qui a été faite, sur les locaux vacants, on me dit qu'il y en a 43% qui ne sont pas recommercialisables parce qu'il y a des travaux très conséquents à faire ou parce que malheureusement les propriétaires n'en ont pas les moyens. Et puis aussi, il faut aussi reconnaître un phénomène qui est un phénomène, alors je ne sais pas s'il est purement local, mais on a, même si on a du mal à avoir des informations, on a des loyers commerciaux qui restent relativement élevés. Il faut reconnaître, on ne va pas jeter en pâture ni donner des chiffres, mais il y a des surfaces commerciales qui ne retrouvent pas preneur, où il y a des commerçants qui ont dû changer de lieu parce que lors du renouvellement des baux, eh bien, les négociations ont été difficiles et les propriétaires ont préféré, d'une certaine façon, à ce que le local ne soit pas loué, plutôt, donc ils ont préféré la perte de recettes, parce que visiblement c'est marginal pour eux, ou ils ont d'autres moyens de subsistance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, attention, je crois qu'il ne faut absolument pas généraliser. Il y a malheureusement des commerçants qui, eux, sont dans une situation difficile, parce qu'ils supposaient avoir un complément de retraite par la biais de la location du local dont ils étaient propriétaires, et qui, à l'heure actuelle, sont dans des difficultés. En ce qui concerne notre action, nous, au niveau de la ville, on a plusieurs éléments, on agit sur plusieurs leviers. Bien évidemment, le soutien des unions commerciales. Et ça, chaque fois que les commerçants, et on le fait, chaque fois que les commerçants mettent 1 euro dans l'animation, nous, on abonde aussi à titre de 1 euro. Ce qui veut dire que la politique d'animation commerciale, c'est aux commerçants eux-mêmes de la proposer. Ils sont dynamiques, vous avez cité notamment l'UCC, on peut se féliciter du dynamisme de l'UCC, et pour vous dire combien nous, en ce qui concerne la ville de Cherbourg, on les accompagne sur tous leurs projets. On les a rencontrés récemment, ils ont des beaux projets à proposer, on le fait dans cette politique de 1 euro apporté par les commerçants par le biais de cotisation, 1 euro apporté par la ville. C'est, j'allais dire, exemplaire ce que nous faisons dans ce domaine. Nous sommes, je ne veux pas dire que nous sommes les seuls, je ne jette la pierre absolument à personne, mais nous avons eu ce principe d'abondement, de même que nous avons constitué, même s'il faut reconnaître qu'il peut y avoir des difficultés à un moment donné, nous avons favorisé donc l'émergence, et c'était Geneviève Gosselin qui s'en était occupée à l'époque, de l'Office du commerce et de l'artisanat, qui produit ses effets en éditant notamment le guide des marques. Le guide des marques qui est important puisqu'on est traversé par de nombreux croisiéristes, et je peux vous dire que ce guide des marques les intéresse parce qu'ils savent directement dans quel magasin vous trouvez tel produit qui a la renommée de la marque qui, elle, est internationalement connue.
Nous avons, nous aussi, nos propres politiques d'animation avec les fêtes de fin d'année. C'est quand même un budget de plus de 300 000 € que nous mobilisons. Aussi dans nos animations que nous faisons. Alors, elles ne sont pas directement liées au commerce, même si les animations de fin d'année sont plutôt ciblées commerce, mais les animations estivales, on aura notamment estivales et festivals. On aura notamment les arts et mutés. Alors, c'est peut-être une clientèle tout à fait particulière, mais qui contribue à l'animation et à la renommée de la ville. Nous agissons également sur les espaces publics et bien évidemment aussi sur le stationnement. Alors le stationnement peut avoir des divergences. Je ne veux pas faire de provocation, mais on n'a pas de gros problèmes de stationnement sur la ville de Cherbourg-Octeville. On n'a pas de gros problèmes de stationnement. Pourquoi ? Parce qu'on a une politique de stationnement qui est attractive. On a, d'une certaine façon, 700 places de parking payant. Et je rappelle que le parking en Bêta-Fontaine n'est saturé que 56 heures par an. Que nos tarifs à 40 centimes de l'heure, paiement par carte bancaire à la demi-heure est quand même relativement facile et même sans contact maintenant. Donc c'est pour vous dire que comparé à d'autres villes, vous verrez que 40 centimes de l'heure du parking, c'est quand même pas cher. Et en ce qui concerne les places de voirie, on a à peu près 600 places de parking de voirie, on est à 60 centimes de l'heure. Donc moi je suis allé dans une ville normande il y a peu de temps, on était à 2,15 € de l'heure. Et le dimanche, alors que nous on est gratuit le dimanche, mais c'était une ville touristique et on comprend pourquoi. Nous avons 3000 places gratuites à moins de 15 minutes à pied de l'hypercentre-ville et je ne compte pas le parking des hélices à l'intérieur. Et puis aussi on a essayé, on le développe, du stationnement minute. Donc avec bornes qui fonctionnent très bien, qui correspondent à une demande. Alors, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés avec ça, que ponctuellement, oui, il va falloir qu'on renforce peut-être du stationnement sur certains points, à certaines heures notamment, et là-dessus, on y travaille notamment, on en parlait encore récemment avec Sébastien Fagnan et Michel Louiset. Sur la partie hélice, moi je les rencontre assez régulièrement, on fait des points. La situation n'est pas celle que vous décrivez. La fréquentation du parking remonte, donc si la fréquentation du parking continue sa progression, ça veut dire que la fréquentation augmente, que la fréquentation extérieure, qui quand même représente de mémoire 50% de la fréquentation du centre commercial, c'est-à-dire il y a des gens, il y a 50% des consommateurs qui viennent en dehors du parking par les allées latérales ou l'allée nord. Donc ce qui est extrêmement important, donc ce qui montre qu'il y a une dynamique de flux qui s'instaure. Alors c'est vrai, je vais faire un constat, alors bon, la presse est là, mais qu'en termes de clientèle, on a plutôt dans la galerie marchande, je parle de la galerie marchande des hélices, une clientèle jeune. Et qu'il peut y avoir ponctuellement certains magasins qui ne sont pas dans le cœur de cible de la clientèle jeune qui peuvent avoir des difficultés. Je ne citerai pas de nom, mais on le sait. Ceci dit, il n'y a pas de situation catastrophique. Moi, j'ai cru comprendre à un moment donné qu'il y avait une moyenne surface qui avait des difficultés. On m'a dit que les choses n'étaient pas celles que j'aurais pu imaginer dans la suite. Voilà, il faut être prudent. Alors ensuite en termes de taux de vacances, surface, il y a des surfaces qui sont à l'heure actuelle disponibles, sur lesquelles il y a des contacts de commercialisation, c'est toujours long et complexe. Moi, on me dit le chiffre de 10%, je crois qu'il est un petit peu plus élevé que 10% de vacances. Alors tout dépend de ce qu'on entend, c'est-à-dire si on intègre, non, c'est pas ça. Si on intègre la totalité de la surface ou si on intègre uniquement la galerie marchande, je vérifierai, je vous donnerai le chiffre. On est en contact régulier avec la galerie, justement sur les évolutions. En ce qui concerne l'hypermarché lui-même, il n'est pas revenu à ses chiffres précédents. On pourra les donner, ils sont publics à un moment donné, mais néanmoins, donc, il est en progression constante et il y a une dynamique d'animation, il y a une volonté de dynamique d'animation. Sur la particularité de la friche commerciale en centre-ville, oui, c'est une des problématiques. Les commerçants des hélices de la galerie ont adhéré à l'UCC. Oui, Sébastien me dit que les adhérents de la galerie ont adhéré, les commerçants de la galerie ont adhéré à l'UCC.
l'Union Cherbourg-Commerce. Donc ce qui montre qu'il y a une volonté de travailler ensemble, et ce qui montre bien que le pari que nous avions fait, que les Éléis et le centre-ville avaient vocation à travailler ensemble, et là, à l'heure actuelle, c'est un constat qui est partagé par tout le monde. En ce qui concerne Forum, la friche commerciale en centre-ville, oui, c'est vrai, moi ça me peine de voir cette friche commerciale. Je vous rappelle qu'en ce qui nous concerne, nous ne sommes que propriétaires des murs, nous ne sommes pas l'exploitant. Il y a des contacts réguliers ont lieu avec l'exploitant, il y a des projets, c'est complexe, c'est compliqué. Pas dire que les feux sont totalement ouverts, je parle sous le contrôle de Michel Louiset, qui a eu des contacts encore assez récemment, mais c'est des dossiers qui progressent. Alors c'est vrai que la constante de temps dans le domaine du commerce, elle est complexe. On a plusieurs fers au feu, je le dis, c'est complexe. J'ai bon espoir, moi, et on s'y emploie, et quel que soit le projet, on mettra toutes les conditions pour pouvoir l'accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et c'est un sujet que je ne voudrais pas qu'il soit un sujet de polémique. Ensuite pour terminer, je crois que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes plusieurs acteurs, la ville, certes, les commerçants eux-mêmes, les organisations et les organismes consulaires. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ensemble, nous poursuivions, comme le font dans certaines villes. La CCI l'avait fait, mais sous une forme un petit peu embryonnaire, d'assises du commerce. Moi, je reste dans cette optique d'assises du commerce, sur lequel on aura les résultats des études maintenant menées par la communauté urbaine avec la société SM Conseil à l'automne. Donc je pense qu'il faudra qu'on mette sur la table et à la réflexion l'ensemble des données dont on dispose, les retours d'expérience qui sont faits ici ou ailleurs. La fédération, je crois que c'est l'Association des maires de France, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais vient de sortir un guide justement des bonnes pratiques du centre-ville. C'est un document qui est précieux, qui permet de s'inspirer de ce que font d'autres choses. On remarque d'ailleurs qu'on n'a pas à rougir sur un certain nombre d'éléments. Il y a des initiatives qui sont prises sur lesquelles il faut qu'on mesure bien aussi les incidences financières. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui tout simplement rachètent du local pour le remettre sur le marché. C'est complexe, mais ça peut... Alors attention, il ne faut pas non plus déstabiliser, un marché et créer un endroit particulier, parce que parfois le volontarisme de la puissance publique fait qu'en faisant quelque chose quelque part, on peut déséquilibrer ailleurs. Il faut être extrêmement prudent, mais c'est des initiatives, moi, qui me paraissent tout à fait intéressantes, comme le fait aussi la CCI, l'accompagnement des jeunes commerçants pour trouver à la fois un local et créer une dynamique globale. Donc sur cette idée d'assises qui va permettre d'engager une réflexion collective et de proposer, en lien avec les commerçants eux-mêmes et en lien notamment avec les organismes consulaires, un plan d'action qui soit à la fois global et cohérent. Donc je pense que c'est une initiative qui est maintenant partagée par tout le monde. J'avais Madame Lemonnier qui souhaitait prendre la parole, et puis ensuite je vous redonne la parole, Monsieur Marguerite. Ou pas ? Oui, merci. Oui, simplement pour compléter un petit point à propos du stationnement en centre-ville. Donc, c'est vrai que quand on cherche une place pour se garer, on trouve toujours que c'est pas assez près de l'endroit où on veut aller. Et c'est un sentiment qu'on partage. Mais en fait, en essayant d'être un peu plus rationnel, l'Association des villes moyennes de France a fait une étude en février 2013 et voilà ce qu'elle préconise. Pour favoriser les rotations sur les places de parking en centre-ville, il faut diminuer le temps de circulation et de recherche, bien évidemment. Et en fait, les zones où le stationnement est payant, la rotation est bien meilleure. Donc, le fait d'avoir une politique de stationnement payant permet une meilleure rotation et donc profite davantage au commerce de proximité. Elle préconise aussi de mettre en place des stationnements courts gratuits, ce qui est fait aussi par la ville, et de aussi veiller à un dispositif particulier pour le stationnement des résidents qui aussi anime le centre-ville. Donc, je voulais simplement donner ces petites précisions qui émanent donc d'une étude et qui permettent effectivement d'aller au-delà du sentiment qu'on peut avoir, nous, quand on circule en ville. Merci. Oui, Monsieur Marguerite. C'est bon.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, brièvement, parce que j'ai pris la parole là-dessus, je voudrais juste apporter quelques compléments par rapport à votre intervention. Et sans aucun esprit de polémique, je le précise. Vous parliez de la liberté de commerce et d'industrie, parce que c'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis en effet d'accord. La liberté d'entreprendre, la liberté de commerce et d'industrie sont sacralisées, pour nous en particulier. Néanmoins, je crois à la volonté politique, et je crois que les signaux qu'envoie une municipalité vis-à-vis de ses commerçants sont essentiels pour redynamiser l'offre commerciale. Et de ce point de vue, il est vrai que nous ne partageons pas les choix que vous avez pu faire à certains moments. Vous parliez, j'en parlais tout à l'heure, du choix du forum. Je pense, nous le savons, et je l'avais dit à l'époque, qu'il y a eu une certaine indécision sur ce point, puisqu'il y avait une possibilité de réanimation avec le projet des halles du forum, et je pense que l'indécision parfois qu'il peut y avoir dans votre majorité, en tout cas sur ce point, a été assez délétère, puisque l'investisseur a fini par se décourager, et je pense que les investisseurs, les commerçants ont besoin d'un cap clair, c'est aussi ça la volonté politique, je le crois. Et aujourd'hui, nous regrettons... Ne déformez pas la vérité, monsieur. Non, mais on en avait parlé à l'époque. Ne déformez pas la vérité. Moi, je peux vous donner tous les éléments sur ce dossier. On a quelques informations aussi sur ce sujet, donc on ne va pas refaire le débat, mais j'ai quelques informations très bien informées sur ce sujet pour savoir à peu près ce qui se passe dans les coulisses sur ce dossier. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus, mais vous aviez quand même dit, et je pense qu'il faut faire attention à ces déclarations publiques en mars, qu'une annonce serait faite. Et il n'y a pas eu d'annonce encore aujourd'hui. Donc je pense aussi que ça peut participer parfois de la déstabilisation de l'offre commerciale quand le cap n'est pas clair. Et je crois de mon côté qu'il doit l'être impérativement. Par ailleurs, sur le reste et sur la question du stationnement, je partage votre point de vue. C'est vrai que le stationnement, et je l'ai toujours dit, même à certains de mes amis qui me disaient pendant certaines campagnes, il faut proposer la construction de nouveaux parkings. Je fais le même constat. Il n'y a pas de saturation du stationnement dans certains parkings. Mais néanmoins, il y a un ressenti. Et donc, il faut essayer de s'interroger sur la question du ressenti de la population et des commerçants sur ce problème de stationnement, notamment sur le parking Gambetta-Fontaine. C'est pour ça que j'ai toujours fait cette proposition avec le groupe qui consiste à étendre la gratuité. Là, j'ai un point de divergence important avec Madame Lemonnier, puis avec vous aussi, parce que je crois beaucoup à la symbolique. Et je crois que parfois, il y a des barrières, peut-être, je ne sais pas lesquelles, certainement une barrière financière, quand bien même le coût est faible pour rentrer sur ce parking, qui justifie aujourd'hui probablement qu'il est sous-occupé. Donc je propose la gratuité partielle, qui ne coûterait pas vraiment cher aux contribuables ni aux finances de la collectivité, sur 2 heures par exemple, pour peut-être satisfaire ce niveau de rotation encore plus rapide, en offrant la première heure ou les 2 premières heures de gratuité. Je pense que ça peut être une solution sur laquelle nous pourrions nous retrouver. Vous avez répondu sur les éléis. Moi, je ne veux pas en faire un sujet de crispation. Je dis simplement sur les éléis que ça ne peut pas être la solution pour redensifier l'offre commerciale dans le centre-ville, qu'on ne peut pas attendre tout des éléis. Il faut souhaiter, bien évidemment, que l'offre commerciale des éléis fonctionne, parce que sinon ce serait une situation catastrophique pour notre ville et nous ne la souhaitons pas, mais simplement il ne faut pas tout attendre des hélices, contrairement à ce que parfois on entend comme réponse. Enfin, j'ai 2 petites questions complémentaires et après je m'en tiens là. C'est qu'il y a 2 sujets sur le commerce. Alors sur le stationnement, si j'ajoute un point quand même, excusez-moi, c'est qu'il faudra quand même, et vous l'aviez dit au Conseil de communauté urbaine, s'interroger sur le bus à haut niveau de service et sur la suppression d'un certain nombre de places de stationnement que ça va impliquer et qui pourrait encore plus compliquer l'offre de stationnement dans le centre-ville. C'est juste une précision. Donc 2 questions concrètes que je soulève. D'abord la situation de la rue Maréchal Foch, qui est une situation préoccupante compte tenu de ses aménagements. Les commerçants, vous le savez, sont assez inquiets de la situation, de la baisse du chiffre d'affaires qu'ils constatent. Et la deuxième question, elle concerne le marché, notre marché, l'âme un peu de la ville, du jeudi. On en a souvent parlé, et de la décision qui a pu donner le sentiment, à tort ou à raison, je pense à raison, d'être un peu arbitraire et unilatérale, de fermer le marché à 14h45. Vous savez qu'il y a sur ce point une crispation importante. Je sais que vous avez fait, dites-vous, des études pour constater que finalement peu de commerçants y restaient. Vous savez aussi qu'il y a là une crispation, que beaucoup de commerçants souhaiteraient continuer à travailler après 14h45. Je crois qu'il faudrait assouplir votre politique sur ce terrain-là
là, envoyer un signal positif. Je vous fais la proposition, par exemple, des horaires alternés à la saison touristique, l'été et au printemps, étendre les horaires, revenir aux horaires habituels et peut-être, en effet, pendant la saison hivernale, appliquer votre politique des 14h45. En tout cas, appliquer cette politique avec discernement parce qu'il y a quelques dérapages qu'on constate sur le marché du jeudi dans la brutalité avec laquelle votre arrêté peut être appliqué. Et malheureusement, je pense que c'est là aussi un signal mauvais qui est envoyé. Voilà, j'ai souhaité aujourd'hui vraiment prendre la parole sur cette question du commerce qui est un sujet aujourd'hui, qui est abordé par les commerçants, mais pas que, parce qu'il y a parfois le sentiment d'une ville qui se meurt à cause de cette désertification. Et je crois à la volonté politique et un cap que l'on peut changer pour réanimer notre ville. Voilà. Benoît avait demandé la parole, et puis après j'apporte des éléments de réponse sur les questions posées. Oui, merci Monsieur le maire. Juste pour revenir quelques instants sur la problématique de certains locaux vides, j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer ici, mais effectivement certaines cases commerciales ne sont pas louées, sont vides, mais parce qu'elles sont inlouables, parce qu'elles sont dans un état déplorable, et il n'y a pas de locataires qui souhaitent bien évidemment la louer. Il faudrait que le propriétaire fasse des travaux. Je parle de ça parce que la communauté urbaine a lancé, comme vous le savez, l'opération Tirori, qui, pour forcer certains propriétaires, on a identifié un certain nombre d'immeubles à faire des travaux. C'est un sujet important et j'espère qu'il portera ses fruits dans les mois qui viennent. On voit déjà certains propriétaires qui, jusqu'à présent, ont refusé de faire des travaux, qui viennent vers nous et qui s'interrogent, qui nous posent des questions. Donc on voit que l'effet, je dirais, un peu dissuasif commence à porter ses fruits. Je vous parle de ça parce que je pense que nous aurons dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, à nous poser la question on ne peut pas faire d'opération Tirori sur les cases commerciales, mais essayer d'inventer, comme d'autres villes ont pu le faire, quelque chose qui irait dans ce sens. Parce il y a encore une fois, et on peut en parler, on pourrait faire la liste, mais il y a de nombreuses cases vides qui vont rester vides parce qu'elles sont trop petites, ne correspondent pas aux attentes du marché, sont louées trop cher, parce que le propriétaire ne veut pas faire de travaux, ou parce qu'il est difficile, voire impossible, de les mettre aux normes en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite notamment. Donc, je pense que c'est une vraie question sur laquelle on devra travailler tous ensemble pour essayer d'apporter les réponses dans les compétences qui sont les nôtres, et sans créer de déséquilibre, comme vous l'avez pu évoquer, monsieur le maire. Voilà. Sur le marché du jeudi, moi je ne suis pas psychorigide, vous me connaissez, hein, je suis toujours à la recherche du consensus. Bon, alors, il s'avère que dans cette affaire, par contre, je suis ferme. Une fois qu'il y a eu un consensus qui a été trouvé, je suis ferme, parce que si on n'est pas ferme sur le consensus, eh bien, je veux dire, à partir de ce moment-là, on ne maîtrise plus rien. Les intérêts sont malheureusement contradictoires. Moi, je suis prêt à rouvrir le dossier. Il y a une commission municipale des marchés. On en discute assez régulièrement. Je suis prêt à rouvrir le dossier. Mais les intérêts sont contradictoires. Sont contradictoires, d'ailleurs, entre les commerçants sédentaires et les commerçants non sédentaires. Les commerçants non sédentaires, parfois, estiment que, bien au contraire, il faut plutôt redonner, le jeudi, dans l'après-midi, des places de stationnement qui sont occupées par les non sédentaires et redonner du flux sur la rue des Tribunaux. Dans les commerçants non sédentaires eux-mêmes, en période estivale, certains nous disent « Attention, nous on veut partir tôt parce qu'on a les marchés côtiers qui nous intéressent, on sait qu'on a une clientèle touristique l'été et il y a des petits marchés qui fonctionnent bien. » Donc vous voyez, ce n'est pas si simple que ça et de trouver, le bon équilibre, eh bien, suppose de la concertation. Et c'est de la concertation qu'on avait faite d'ailleurs à un moment donné où on a défini les nouveaux horaires et c'était la tendance qui s'exprimait. Alors peut-être qu'il y a d'autres certains ont peut-être plus de voix que d'autres pour faire, vous savez que les commerçants, mais c'est tout à fait normal, je crois que défendent d'abord en priorité leur propre intérêt. Donc il y en a peut-être qui ont plus de voix que d'autres pour faire entendre leur insatisfaction. J'avais cru comprendre, moi, que la satisfaction et que le consensus, il était plutôt sur cet aspect. On peut re-questionner, hein, on a des méthodes d'investigation pour pouvoir ressonder, etc. etc. Je veux dire, on n'a aucun point de doctrine sur cette affaire, si ce n'est que de continuer toujours à dialoguer et à concerter. En ce qui concerne la situation de la rue Maréchal Foch, c'est pareil. Je veux bien rencontrer les commerçants. Je crois que j'en rencontre assez régulièrement. Je le referai encore la semaine prochaine. Il y a eu des réunions, des concertations. Est-ce que c'est un avis qui est partagé par tout le monde sur la baisse
généralisée du chiffre d'affaires lié à la problématique. L'aménagement urbain a plutôt tendance, au contraire, à recréer de l'attractivité. Qui dit recréer de l'attractivité, recrée du flux. D'ailleurs, on le voit bien dans les vitrines commerciales. Eh bien, vous avez un établissement qui est situé sur la place de Gaulle, qui en a profité pour remettre à niveau, et c'est une très bonne chose, on ne peut que l'en féliciter, et on est fiers de l'accompagner financièrement. Donc on voit très bien qu'au contraire, ça génère des investissements. Alors il y a des problèmes particuliers, hein, on peut les citer sur la pharmacie, mais on sait que c'est pour d'autres raisons que celui de la commercialité, parce que c'est un magnifique endroit. Donc moi je suis convaincu que les aménagements urbains que nous faisons, que nous avons fait, que nous poursuivons, eh bien, créent de l'attractivité, et qui crée de l'attractivité crée du flux. Mais il faut être prudent aussi. Je veux dire, on a l'avantage d'avoir un projet urbain qui a une signature, qui a une cohérence, et ça serait de le dénaturer que de trouver des petits aménagements comme ça pour satisfaire, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Moi, je comprends que les uns et les autres expriment des demandes, mais ça serait dénaturer un projet que de revenir en arrière sur un certain nombre de choses. Ceci dit, je le répète, je ne suis pas psychorigide. Alors, sur cette délibération, on n'a pas voté, donc on a voté. Bon, ben, heureusement qu'il y en a qui suivent. On a voté. OK.